Donc aujourd'hui, c'est le module 2 de la formation. Ce module 2 va traiter, bon, d'abord on va finir le module 1 qu'on n'a pas tout à fait fini mercredi, et on va également traiter des 4 phases de la négociation. Donc il faut faire vite parce qu'on a pris un petit peu de retard. Le sommaire de cette présentation, une petite courte présentation de l'ISAP à nouveau, mais on va faire un petit zoom sur le CFP expertise achat public, quelques secondes. On va présenter le module. On ne travaillera pas sur les modalités d'évaluation, il faut que j'efface ça d'ailleurs. Voilà. On finira le module 1 et on fera le module 2, les 4 phases de la négociation. Donc l'ISAP, Institut supérieur de l'achat public, je vous en ai déjà parlé, marque de formation de mon cabinet, Eric Associés. Datadocké, on est référencé au Datadoc qui nous permet de bénéficier des fonds OPCA et bientôt inscrit au registre national de qualité des formations. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on va faire un zoom sur le CFP responsable de l'achat public. Alors, la formation, le CFP expertise achat public, le fourniture courante et services. Donc, le but, c'est de développer une expertise du métier d'acheteur dans le secteur de la commande publique, avec la partie surtout économique de l'achat. Voilà. Donc, orienté négo, avec la formation qu'on est en train de faire, mais sur 3 jours. Et donc, le but du jeu, c'est de gagner en autonomie, en responsabilité, et faire valoriser ou faire monter en compétences les stagiaires. La formation de 14 jours, elle a un coût, et elle est finançable par le compte personnel de formation que vous avez tous. Et si vous avez bien compris le module négociation et que vous êtes capable de le prouver, ben, il y a évidemment la possibilité de ne pas y réassister à ce module-là, et forcément, ça coûte un peu moins cher. 14 jours de formation, 98 heures, dimension économique de l'achat public, on regarde notamment les aspects de coûts, coûts complets, critères, inducteurs, décomposition des coûts. Un gros sujet sur l'analyse fonctionnelle et les CTP fonctionnels, parce qu'on se rend compte que c'est la seule façon de faire intelligemment le boulot sur la partie économique de l'achat. 3 grosses journées sur le marketing et le sourcing, on en a parlé dans le module 1 en vous disant que c'était quand même la boucle d'optimisation number one, donc il faut qu'on en parle. La négociation, c'est ni plus ni moins que ce qu'on est en train de faire, mais sur 3 jours avec des mises en œuvre. Et 4 jours d'expertise, où on va assez loin, d'expertise sur les problématiques d'achat responsable, de prise en compte de l'innovation, de prise en compte du coût sur le cycle de vie, les plans de progrès, enfin voilà, tout un tas de sujets qui sont nécessaires pour être un bon acheteur public dans le cadre de ce CFP. Donc encore une fois, ce CFP, vous pouvez le faire en une fois à l'ISAP. On peut reconnaître l'équivalence de formations faites par d'autres. Et ça vous donne le certificat de formation professionnelle. Ce certificat de formation professionnelle, en tant que tel, il a déjà une valeur et il peut permettre d'obtenir à terme le Master 2 responsable de l'achat public, sous réserve évidemment de compléter les manques, soit par de l'expérience, soit par d'autres formations, soit par les autres certificats de l'ISAP. Aujourd'hui, donc on termine la place de négociation dans les achats, les aspects juridiques de la négociation, et notamment de la procédure avec négociation. On parlera des MAPA, et on parle des 4 phases de la négociation. Donc on commence par la fin du module 1. Généralité sur la négociation dans la sphère publique, aspect juridique. Je vais juste, dans un premier temps, résumer ce qu'on a vu au module 1, si vous le voulez bien. Donc, qu'est-ce qu'on a vu au module 1? On a vu que la négociation était présente partout dans les marchés publics, qu'il y avait avant, pendant et après. On a vu que maintenant qu'il y avait existé une procédure avec négociation, tous les marchés ou presque étaient éligibles. On a eu quelques questions sur le sujet, mais globalement, tous les marchés sont éligibles ou presque. On a vu que la procédure avec négociation, qui est la procédure formalisée, c'est une procédure en 2 temps. Un premier temps de recherche et de recueil des candidatures, puis un deuxième temps d'offres. Alors je ne l'ai pas dit, mais j'aurais pu.
mais ça fait partie des choses que tout le monde sait, qu'il faut prévoir un délai pour chacune des deux temps de 30 jours. Que même si ça fait 60 jours, pour peu que vous soyez un petit peu organisé, cette procédure ne fait pas perdre trop de temps si vous envoyez un CCTP provisoire en attendant dans la phase candidature. On a vu que la négociation faisait partie du métier de l'acheteur, y compris de l'acheteur public. On a vu qu'on pouvait envoyer un CCTP provisoire, je viens de le dire. On a vu quelque chose d'assez nouveau qu'il fallait spécifier les exigences techniques minimales non négociables. Je vous ai montré 2 façons de le faire. On a vu que même s'il y avait une phase de candidature, il était plus simple et plus sûr d'admettre tout le monde à déposer une offre et d'éviter de trier les candidats pour restreindre, même si en théorie c'est possible. On a vu que le règlement de consultation était un des rares documents qui ne devait pas bouger entre les phases de candidature et d'offre, sauf si on fait 2 règlements de consultation, ce que nous ne faisons pas, mais qui est tout à fait possible, un pour la phase candidature et un pour la phase offre. Et en procédure avec négociation, on a vu qu'on pouvait négocier ou pas, par écrit ou en face à face, et je vous ai expliqué, on va le voir aujourd'hui, qu'on réserve la phase écrite. Oui, le CCAP peut être provisoire, absolument. On peut tout à fait envoyer un CCAP provisoire. Alors, évidemment, il ne faut pas que le sujet change radicalement, mais vous pouvez tout à fait, par exemple, le niveau de pénalité, c'est quelque chose que classiquement, on met dans le CCAP définitif, nous. Le niveau d'exigence, de sanction, de résiliation, les réfactions, les pénalités, tout ça, c'est des choses qu'on met dans le CCAP définitif. Voilà. Donc on peut tout à fait le faire de manière provisoire, voire même ne pas mettre de CCAP en phase de candidature. Hein. On a des CCAG pour ça, et ça va très bien. Voilà. Là, c'était pour le résumé. Alors, je rentre maintenant dans les nouveautés. La procédure négociée, pour nous, elle a quand même un impact important sur les critères d'attribution. Pourquoi? Parce que si on est amené, par exemple, à accepter d'un candidat qu'il remette en cause des exigences négociables et qu'un autre ne le fait pas, on peut avoir des écarts de valeur entre les deux offres. Alors, qui dit écart de valeur entre les deux offres, dit normalement, dans l'optique de l'offre économiquement la plus avantageuse, un écart de critères entre les deux offres. Donc nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prévoit, comme pour traiter les variantes, hein, ça c'est ce qu'on voit dans le cadre de l'expertise, c'est pour ça que peu de gens le font parce que peu de gens savent le faire, on prévoit un critère qui s'appelle le reste à charge du pouvoir adjudicateur suite aux modifications en cours de négociation. À quoi va nous servir ce critère? Ce critère va nous servir à accepter des remises en cause du CCTP qui ne sont pas des modifications substantielles, hein, de choses dont on a dit que ce n'était pas des exigences techniques minimales, et éventuellement à enlever de la valeur pour les modifications du CCTP qui nous mettraient à notre charge un certain nombre de choses, un certain nombre de performances, alors que les autres candidats n'auraient pas été dans cette voie-là, et donc de pouvoir traiter ce qu'on appelle le cas d'offres divergentes. Voilà. Donc on verra ça un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose d'extrêmement important parce que si vous ne le faites pas, vous allez être tenté de ne pas accepter la divergence des offres. Imaginons qu'un candidat souhaite remettre en cause un de vos niveaux d'exigence ou une de vos contraintes ou même des pénalités du CCAP et que vous ayez proposé à tout le monde de le faire, hein, parce que ça c'est une des règles des qualités de traitement, mais que certains n'aillent pas dans cette direction-là, il faut bien que vous ayez un moyen de séparer l'écart de valeur entre les deux offres. Donc pour ça, on a un critère qui, au moment des premiers tours, tout le monde a à peu près la même note, hein, puisque normalement, au niveau des premiers tours, on n'a pas encore d'offres divergentes. Mais à la fin, on peut tout à fait avoir des écarts de valeur sur les critères, sur le fait, enfin à cause du fait que certains puissent avoir remis en cause des exigences ou des contraintes, ou même éventuellement des clauses du CCAP lors de la négociation. Donc voilà, par exemple, ce qu'on avait fait sur le nettoyage de la CEPAM 74, on avait dit qu'il existait un critère qui s'appelait travaux restant à la charge de la CEPAM,
qui prenait en compte notamment les modifications apportées par les candidats dans les variantes ou au cours de la négociation, après accord des deux négociateurs. Donc voilà, on était et on avait prévu que toutes les modifications devaient passer par le bordereau analyse de la conformité, l'annexe 0 de l'acte d'engagement, histoire de bien sûr qu'on sache exactement de quoi on parle en matière de modification de modification du CCAP. Alors évidemment, s'ils font mieux que nos demandes, il faut réfléchir à si oui ou non on souhaite le valoriser, mais s'ils font moins bien que nos demandes initiales et qu'ils ne sont pas tous équivalents, ce critère peut être extrêmement utile. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra à la fin, quand on parlera des leviers. On reparlera de ce critère et de la façon dont on va noter l'écart de valeur sur des offres éventuellement divergentes en sortie de négociation. Voilà. Donc si je dois résumer, tout ce qu'on a vu pour l'instant sur le règlement de consultation, donc il y a beaucoup d'impacts sur un règlement de consultation classique. Il y a des impacts sur la procédure, puisqu'il faut prévoir 2 phases et il faut les expliquer aux candidats putatifs. Une phase de candidature, une phase d'offre. Il faut leur expliquer ce qu'on attend de chacune des 2 phases, les temps qu'on va leur donner pour leur donner une visibilité sur la procédure. Il y a bien sûr un impact sur les documents qu'on attend des candidats. Il faut être très clair parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude en face de savoir quels sont les documents qu'il faut qu'ils remettent à quelle phase. Par exemple, leur dire qu'ils n'ont pas d'offre à remettre, pas d'acte d'engagement à remettre en phase de candidature, que par contre en phase de candidature, il faut bien qu'ils remettent tous les éléments qui servent à vérifier les capacités techniques, financières et professionnelles, parce que même si on admet tout le monde, il faut quand même qu'on fasse une primo-analyse, c'est quand même un peu obligatoire, il y a de la jurisprudence sur le sujet. Expliquer aussi qu'on peut avoir des modifications sur le CCAP et sur le CCTP. Donc ça, c'est les documents que nous on remet, par exemple. Oui, pardon, je parlais des documents que nous on remet. Impact sur les documents à recevoir. Donc c'est là où en fait on va expliquer qu'on doit séparer les candidatures et les offres. Ne pas demander de documents d'offre au stade de la candidature. Et un impact sur les critères, comme on vient de le voir, pour être capable de prendre les éventuels écarts en valeur qu'on peut être amené à avoir sur des offres divergentes en fin de processus de négociation, quand on a négocié avec plusieurs candidats jusqu'au bout. Alors, en MAPA, on n'en a pas parlé pour l'instant des MAPA, donc on va en parler maintenant. Je vous rappelle que le MAPA, c'est une procédure adaptée. Donc, première règle, tout ce qu'on fait en PCN, on peut le faire en MAPA. Sauf que la différence, c'est qu'il n'y a rien d'obligatoire. La seule chose qu'il y a d'obligatoire en MAPA, c'est de respecter ce qu'on a écrit dans son règlement de consultation. Voilà, c'est la seule règle de base. Si vous avez envie de faire une procédure en 2 temps, vous pouvez le faire. Si vous avez envie de vous obliger à négocier avec 3 personnes minimum, vous pouvez le faire. Si vous n'avez pas envie de vous obliger à négocier, vous pouvez le faire. Si vous voulez négocier que sur deux itérations, vous pouvez l'écrire. Nous, on pense que nous avons intérêt à nous laisser le plus de liberté possible. Donc en général, on se donne une petite phrase dans la partie négociation du MAPA. En général, on le fait que sur une phase, candidature et offre en même temps. On ne va pas s'embêter à faire une phase candidature et une phase offre comme en PCN. Et on se met une petite phrase, MAPA, voilà, l'organisme, donc le pouvoir adjudicateur, se réserve le droit de négocier ou pas sur tous les aspects de l'offre du fournisseur et certains aspects du CCTP ou du CCAP, donc évidemment hors exigence technique minimale, avec les premiers fournisseurs classés lors de la première analyse, voilà. Et puis on peut éventuellement se donner une limite sans que le nombre de fournisseurs invités à négocier ne puisse dépasser par exemple 3, 4 ou 5 pour que les candidats soient parfaitement prévenus qu'éventuellement on ne négociera pas avec tout le monde, ce que je vous rappelle on est obligé de faire en PCN-PAN. Voilà, donc on se laisse toujours le plus de liberté possible, y compris la liberté de ne pas négocier si on n'a pas le temps ou si les offres sont les plus clairs possibles. Voilà. Encore une fois, tout ce qui est possible en PCN, PN, on peut le faire en MAPA,
Donc, quand on PCNPN, on vous dit qu'on peut négocier l'intégralité des éléments du marché, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire en MAPA. Hein, donc, CCAP, CCTP, offre du candidat, tout ça, c'est éventuellement négociable, hors les exigences techniques minimales. Voilà. Évidemment, on ne modifie pas substantiellement le dossier, hein, bien sûr, ça fait partie aussi des règles, mais si on a une modification qui sont des modifications qui ne sont pas des exigences techniques minimales, c'est possible en PCN, c'est possible en MAPA. Alors, quand on fait une négociation obligatoire et qu'on a beaucoup d'offres, ça c'est le grand classique des PCN-PAN sur des sujets un peu bateaux, on peut avoir 10-15 offres. Bon, évidemment, on ne va pas s'embêter à négocier en face à face avec 15 candidats. Donc on s'est fait avoir une fois, nous, hein, clairement, on n'avait pas vraiment prévu le coup. Et donc du coup, on s'est posé la question de savoir comment on allait faire avec 15 offres pour négocier avec tout le monde, alors que c'est une obligation réglementaire. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une négociation écrite au premier tour avec tout le monde. Et donc maintenant, on a systématisé cette approche parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait bien. Dès réception des offres, c'est-à-dire dès le lendemain de la réception des offres et avant même leur première analyse, alors ça j'ose pas trop l'écrire mais c'est ce qu'on fait, on envoie une négociation sur la base du prix uniquement et par écrit. Voilà. Donc je vais vous montrer quelle forme ça prend. Encore une fois, c'est une façon de faire quand on a beaucoup de candidats, puis c'est une façon de faire qui nous permet de faire l'analyse des offres pendant ce temps-là, en lançant une première piste de négociation uniquement sur la base du prix uniquement et par écrit. Bon, par contre, si vous avez peu de candidats, vous pouvez décider de tous les recevoir. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu toutes les offres pour ce premier tour, mais globalement, nous, aujourd'hui, on fait systématiquement le premier tour par écrit. Comme ça, on se blinde par rapport à l'obligation réglementaire de négocier avec tous les candidats au premier tour. Alors comment on fait? Au premier tour, on fait une petite lettre, je vais essayer de vous l'agrandir un petit peu. Voilà, elle est en cours d'analyse, on a bien reçu votre offre, elle est en cours d'analyse, on a opté pour la PCN. Donc le premier tour se déroulera exclusivement par écrit. On vous demande de répondre à 2 questions, on vous demande d'utiliser des grilles de réponse, on peut utiliser le processus de demande de précision, mais a priori on fait une lettre spécifique. On donne un délai pour répondre par la voie dématérialisée. Et on prendra en compte, si vous ne répondez pas, on prendra en compte que votre offre initiale pour admettre les candidats au deuxième tour en fonction des lots. Il y avait plusieurs lots, donc on avait plusieurs deuxièmes tours. Voilà. Donc ça, c'était la lettre d'envoi. Et les 2 questions qu'on posait. Première question, souhaitez-vous nous faire une dernière meilleure offre en termes de prix? Donc oui ou non. Et le rappel du critère prix, on rappelle que le prix compte pour par exemple 60% dans la note finale, et donc on leur demande le prix du poste 1 et du lot 1, dernière meilleure offre, s'ils souhaitent le faire. Voilà, c'est un début de négociation qu'on peut envoyer à tout le monde. Et il y a une deuxième question, qui est totalement facultative. À l'exception des exigences indiquées exigences non négociables ou exigences techniques minimales, quelles seraient vos propositions qui pourraient avoir un impact important, plus de 2%, sur un ou plusieurs prix de la première question? Avez-vous de telles propositions? Oui, non. Si oui, quelles sont-elles? Donc là, on leur demande leur avis. On n'est pas obligé de les accepter, là. Auriez-vous des propositions? Et dans ce cadre, quelles sont les modifications que vous apportez au tableau? Donc là, ça donne un petit peu de valeur au premier tour, en ouvrant la porte à la négociation au deuxième tour, à qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous proposer pour éventuellement remettre en cause notre CCTP, et puis comment est-ce qu'on va pouvoir traiter le sujet. Mais encore une fois, à l'issue de ce premier tour écrit, rien ne m'oblige à donner suite aux propositions qui me feraient à cette deuxième question. On est juste dans l'informatif sur des sujets sur lesquels ils pourraient éventuellement nous apporter quelque chose. Voilà, donc ça c'est pendant qu'on analyse les offres, et donc en général 8 jours après on reçoit les réponses, et ça vient alimenter l'analyse de nos offres
et préparer les négociations qu'on a juste derrière. Donc le premier tour écrit, c'est une pratique qu'on utilise aujourd'hui de manière assez systématique. Ça marche très très bien. Et la deuxième question est très appréciée des candidats potentiels parce que on peut avoir écrit des trucs un peu compliqués, un peu techniquement un peu difficiles dans le CCTP ou dans le CCAP, et on peut être très content de voir le candidat. On choisit le délai de réponse. Alors j'ai une question, on choisit le délai de réponse par les candidats? Non, non, c'est nous qui fixons le délai de réponse, comme on l'a vu de slide avant. On leur donne un délai de réponse, en fait. Et ils doivent répondre, par exemple, dans les 8 jours. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Voilà, merci. Donc voilà comment on fait le premier tour de la négociation. Voilà. Donc là, moi j'ai fini sur les aspects un peu administratifs de la négociation. Donc on a fini, on en est à peu près rendu à la fin du module 1. Et donc on va passer au module 2. Alors, quand moi on m'a formé à la négo il y a 25 ans, on m'a expliqué que la négo c'était 9 co. Commencer par se préparer, contacter, connaître, comprendre, convaincre, concrétiser, conclure, consolider, contrôler. Bon, très honnêtement, j'avais trouvé ça très scolaire et pas forcément très utile. Et puis, à l'expérience, je me suis rendu compte que sur les 9 co qu'on m'avait expliqué quand je faisais mes études et ma formation initiale, il y en avait 4 qui étaient absolument indispensables et qu'il fallait absolument dérouler correctement. C'était les 4 avec une petite étoile: connaître, comprendre, convaincre, conclure. Donc on va passer les 35 minutes qui restent à expliquer ces 4 mots, parce que toute bonne négociation doit prendre en compte ces 4 phases: connaître, comprendre, convaincre, conclure, pour qu'elle soit réussie. Donc la phase connaître, qui est la première. Alors la phase connaître, c'est la phase qui est la plus bâclée par les acheteurs publics. On va être très clair, toutes les négociations que j'ai été amené à faire en tant que fournisseur avec des acheteurs publics, ça a toujours été la phase la plus bâclée. Parce que c'est des choses, il faut couper la caméra là s'il vous plaît, hop, parce que sinon vos collègues ils voient plus le partage d'écran. Merci beaucoup. La phase connaître, permettre de créer du lien qui permettra un comportement aboutissant. On va créer du lien. Comme Spider-Man qui envoie ses toiles entre les tours de New York, on va envoyer nos toiles d'araignée pour créer du lien. L'objectif de cette phase connaître, c'est de créer un climat de confiance. Et pour créer un climat de confiance qui va être nécessaire pour converger vers un intérêt commun, il va falloir s'intéresser à l'autre. On ne commence pas une négociation dans le dur sans s'intéresser un peu à l'autre, sans montrer que c'est quelqu'un qui nous intéresse. Voilà. Et aussi sans se dévoiler. On n'est pas juste une organisation et un pouvoir adjudicateur, on est aussi des hommes et des femmes, des gens, des humains. Et donc se dévoiler, parler de soi et faire parler l'autre de lui, parler de son organisation, faire parler l'autre de l'organisation, et parler des enjeux, faire parler l'autre de ses enjeux à lui. Cette phase connaître, elle commence par un accueil, hein, un bon départ, voilà, on va se présenter, on va expliquer, on va expliquer qui est notre organisation, on va parler de jeu, on va parler de nous, on va parler de soi, et puis on va essayer de valoriser un petit peu les points positifs de l'interlocuteur. On va montrer qu'on s'est intéressé à lui, qu'on a lu son dossier de candidature. On va montrer qu'on le connaît, qu'on a préparé l'introduction. On n'est pas là dans un jury. Hein, on n'est pas en train d'écouter des gens qui se présentent. On s'est intéressé à eux. Il faut qu'à l'issue de cette phase connaître, les gens se disent, enfin l'interlocuteur qui est en face, et c'est valable aussi bien pour lui que pour vous, se disent: ah ben il s'est intéressé, il a envie de coopérer, il s'intéresse un peu à moi, je ne suis pas juste là pour faire beau, enfin juste pour un acte administratif, je suis vraiment là pour essayer de
de converger dans un consensus commun. Et donc on va également s'intéresser à l'autre. Parlez-nous de vous, parlez-vous de votre entreprise. Et puis si j'ai déjà préparé quelque chose, si j'ai déjà des informations sur l'entreprise, notamment dans un dossier de candidature, je vais montrer que je l'ai lu, hein, je vais montrer que j'ai récupéré des informations et en faisant valider les informations. Alors comme ça, vous faites tant de chiffre d'affaires, vous êtes toujours leader sur votre secteur, vous êtes toujours installé à cet endroit-là, c'est toujours un tel votre patron, c'est toujours, vous faites toujours ces références de produits, est-ce que vous avez des développements en cours? Voilà. Alors, je ne l'ai pas écrit, mais je vais l'écrire, hein, juste derrière. La seule règle dans la phase connaître, c'est qu'on ne parle pas du projet. Donc on parle de quoi? On parle de tout. Hein. Elle doit durer, cette phase connaître, au moins une vingtaine de minutes. Si vous ne faites pas 20 minutes sur la phase connaître, je vais le mettre en rouge, c'est que vous n'avez pas fait de phase connaître. Voilà. Donc, vous avez plein de sujets sur lesquels vous pouvez parler. Vous pouvez parler de votre domaine d'activité, de vos aptitudes, vous parler des moyens, des évolutions, des stratégies, des capacités à faire ou à ne pas faire, des outils, des potentiels, des organisations, des historiques, l'historique de notre relation, la personnalité de ces interlocuteurs, le pouvoir de décision. Voilà. Vous voyez qu'on parle de tout, mais on ne parle pas du projet. C'est la limite de notre affaire. Donc, je vais l'écrire ici d'ailleurs, on parle de tout, sauf du projet. Et ça, je vais l'écrire en cours. Voilà. Hein. C'est le but du jeu de la phase connaître, hein, c'est de créer du lien. Voilà. Donc si on ne le fait pas correctement, bah derrière, ça sera plus compliqué. Alors je ne vous dis pas, hein, quand on fait des formations avec des mises en situation avec des acheteurs publics, en général, la phase connaître, ils nous la bâclent en 2 minutes 30 chrono, et donc bah, on est amené à le refaire, jusqu'à ce que ça dure effectivement 20 minutes. Alors, ils trouvent ça super pénible, les stagiaires, ils trouvent ça un peu surfait. Puis quand on va au bout des 3 jours, ils se rendent compte qu'effectivement la phase connaître est strictement indispensable. Donc là, à ce stade, je vous demande de me faire confiance. Si je vous dis qu'elle doit durer 20 minutes, bah, faites l'effort sur 1 heure ou sur 2 heures de réunion de négo avec un fournisseur. Passez 20 minutes à expliquer qui vous êtes, à écouter qui il est, sans parler du projet. Voilà. Juste pour créer du lien, hein, pour pas bâcler le truc, pour pas bâcler l'opération. Et vous verrez que si, quand vous serez un petit peu plus expérimenté en matière de négo, eh bien, vous utiliserez cette phase connaître pour pré-tester vos futurs arguments. On va en parler un petit peu plus tard. Hein, c'est pas la peine d'aller dire à quelqu'un est-ce que vous pourriez réduire votre offre en matière de transport s'il vient de vous dire qu'il a investi dans 10 camions. Voilà. Voilà. Il vous dit qu'il a investi dans 10 camions. C'est pas le moment de lui dire que vous allez lui demander de faire en sorte que ce soit vous qui alliez chercher les matériels sur son site. Voilà. Donc la phase connaître, elle peut aussi, d'une certaine manière, quand elle est bien construite, faire valider des futurs arguments que vous allez avoir en phase convaincre, ou pas, ou au contraire, ou même éventuellement, vous permettre d'avoir de nouveaux arguments. Voilà. Donc ça, c'est la phase connaître. Et un dernier petit slide. Les données de sortie de cette phase. J'ai fait un petit schéma. Hein. Quand vous êtes bien organisé, la phase connaître, elle sert à mettre à jour une fiche. Une fiche qui est une fiche indépendante du marché, qui est une fiche un peu synthétique du fournisseur qu'on a devant soi. Donc on reprend la fiche N-1, la fiche de la négo d'avant, qui est dans le dossier fournisseur normalement. En négo, on la met à jour. Alors moi, mes fiches, quand je suis en phase de négo, elles sont grébouillées de partout, parce que je mets toutes les infos partout, etc. Et à la sortie de la négo, je remets à jour la fiche N+1 qui me servira dans le processus de négociation N+1, donc en données d'entrée de la négo d'après. Voilà. Et donc, elle s'incrémente, et comme ça, j'ai de plus en plus d'infos, de semaine en semaine, de mois en mois, au fur et à mesure de mes négos avec mes fournisseurs. Voilà. Je vous rassure, bonjour monsieur Jean-François, je vous rassure, les fournisseurs font exactement la même chose. Hein. Quand ils ont une sortie de négociation avec vous, et pour peu qu'ils soient un tout petit peu structurés dans l'entreprise, la première chose qu'ils font dans leur 208 de fonction assis avec le micro sur les genoux, c'est de mettre à jour l'ensemble des informations que vous avez été capable de leur donner dans la phase. Oui, vous n'avez pu. Est-ce que c'est le cas de tout le monde
de ne pas avoir les slides en visu? Bon, ben, peut-être qu'il faut, Monsieur Jean-François, quitter et revenir. Donc oui, c'est bien un problème technique rien que pour vous. Donc je disais sur la phase que les commerciaux, eux, donc les commerciaux, eux, ils font exactement la même chose dans leur 208 de fonction. Ils mettent à jour leurs fiches sur vous, sur la mairie je sais pas moi, la mairie d'Oyonnax, voilà, hop, ils ont eu une négo avec le représentant des achats de la mairie d'Oyonnax, ben, tout ce que vous leur avez dit à la mairie d'Oyonnax, ben, ça va être dans la fiche, informatisé, sur leur petite tablette, sur les genoux, dans la 208 de fonction, juste à la sortie, pour pas qu'ils oublient les choses. Donc toutes les notes qu'ils ont prises et que vous les voyez prendre, elles servent à incrémenter la fiche client, parce que eux, c'est une fiche client. Et donc, bah, ça serait pas mal que côté acheteur, on fasse la même chose. Voilà, ça sert à incrémenter la phase connaître du fournisseur. La phase connaître, hein, ça peut être des phrases de type est-ce que vous êtes toujours voilà, est-ce que vous faites bien ça? Est-ce que vous dépendez toujours de monsieur un tel? Comment va-t-il? Au fait, qu'est devenu votre directeur? Est-ce que cette référence est toujours dans votre catalogue? Comment vont les développements de vos affaires? Voilà. Tout ça, c'est la phase connaître, ça crée du lien. Puis n'oubliez pas aussi qu'il faut se dévoiler, hein, qu'il faut aussi parler de vous. Et puis quand je suis très en forme, j'essaye d'expliquer au pouvoir adjudicateur qu'il faut aussi qu'il parle d'eux à titre personnel. Et généralement, là, tout le monde me regarde d'un drôle d'air. Donc je rentre mon idée dans ma poche, mais ça reste quand même des choses qu'on se dit régulièrement en formation, hein, que c'est aussi du personnel, la négociation, et que ça passe aussi par la connaissance de la personne d'en face. Donc ça, c'est la première phase, 20 minutes. La deuxième phase, on a dit que c'était la phase comprendre. Donc la phase comprendre, c'est quoi? Ben, c'est d'abord un agenda. C'est déjà de se mettre d'accord. Sur, je suis en train de corriger les accents, sur ce dont on va parler aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on va parler des produits, des conditions, du règlement, la résolution d'un litige? Voilà, c'est se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un agenda. Donc c'est la première chose de la phase comprendre, hein. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose qu'on fait après la phase connaître, hein. Et par contre, ça peut être fait en amont par un échange de mails. Et la phrase que vous allez voir tout le long de la phase comprendre, elle est là, elle est en rouge maintenant. C'est attention, pendant la phase comprendre, on n'échange pas d'arguments. Donc je le dis une fois, et je vais le répéter au moins 5 fois, parce que ça c'est le piège de la phase comprendre. On n'échange pas d'arguments dans la phase comprendre. Si on n'est pas d'accord sur les objectifs, on repousse le problème à l'échange d'arguments et à la phase convaincre. Je vais vous donner la phrase magique pour arriver à repousser le truc. Deuxième objectif de la phase comprendre, éclaircir les positions initiales. Donc où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? C'est quelle est votre offre? Quel est mon besoin? Et surtout, alors normalement on est censé avoir lu l'offre, hein, donc c'est pas le moment de se refaire présenter l'offre, sinon toute la séance de négociation elle va passer en présentation commerciale, et c'est pas l'objectif, hein. Mais si l'objectif par contre c'est de clarifier les points qui sont pas clairs. Voilà. Clarifier les éléments nouveaux, s'il y en a, d'un côté ou de l'autre, pour qu'il n'y ait à l'issue de cette phase-là aucune ambiguïté. Aucune ambiguïté sur les éléments éventuellement nouveaux, aucune ambiguïté sur des éléments qui ne sont pas clairs dans l'offre, aucune ambiguïté sur des éléments qui ne sont pas clairs dans l'appel d'offres. La phrase magique, enfin la phrase forte, hein, on ne négocie pas sur des terrains qui ne sont pas totalement éclaircis. Voilà, ça c'est la phrase qu'il faut retenir. Et toujours la même chose,
on n'échange pas d'arguments dans cette phase. Je l'ai déjà dit une fois, je vais le répéter 5 fois. C'est le piège. Quand on fait des exercices de situation à formation de 3 jours, c'est le piège dans lequel tout le monde tombe. On finit toujours à un moment par passer de la phase comprendre à la phase convaincre sans s'en rendre compte. Et donc on n'a pas fini la phase comprendre, et à la fin on se retrouve avec des agendas pas clairs ou des positions initiales qui n'ont pas été totalement éclaircies. Donc les phrases magiques de la phase comprendre, c'est « si j'ai bien compris », et puis là vous finissez. « Avez-vous bien compris que ?» Être sûr qu'il a bien compris. « Pouvons être sûrs que sur ce point il est clair que », voilà, une périphrase de la phrase d'avant. Et si jamais il y a un désaccord, nous verrons cela plus tard. Donc on renvoie le désaccord à plus tard. Okay, dès qu'il y a un désaccord. Okay, si besoin d'échange d'arguments. Je l'écris comme ça. Voilà, je fais en direct la modification du slide. Comme ça, au moins, ça sera bon. Donc, encore une fois, toujours la même chose. Dans la phase comprendre, on n'échange pas d'arguments. Et donc, les mots interdits dans la phase comprendre, mais si. Donc là, on est déjà en train d'essayer de convaincre l'autre. Parce que, même avec des petits points derrière, si dès lors que vous êtes en train d'utiliser une conjonction du type parce que ou car, vous êtes en train de justifier une position, vous êtes déjà en train d'échanger un argument. Mais non, phrase interdite, il faudrait faire autrement, même chose, là vous êtes déjà en train d'argumenter et d'essayer d'obtenir un objectif, il faudra baisser votre prix. Ne pas prononcer ces phrases aide à ne pas échanger d'arguments dans cette phase comprendre. Donc, la phrase comprendre typique, c'est « est-ce que tout est bien clair ?» Elle peut être très courte. Est-ce que tout est bien clair pour vous? Oui. Pour nous, tout est bien clair dans votre offre? Oui. On est bien d'accord qu'on va négocier sur le prix et les délais parce que c'est les deux critères de l'offre économiquement la plus avantageuse? Oui. Est-ce que vous avez d'autres sujets à négocier? Non. Eh bien voilà, fin de la phase comprendre. Elle n'a pas duré plus de 20 secondes et elle a été parfaitement éclaircissante du champ, de l'agenda et de la clarification des éventuelles ambiguïtés. Donc les données de sortie de la phase comprendre, un agenda partagé des points à négocier. Dans l'exemple que je viens de donner, c'était le prix, le délai. La liste des points éclaircis sans échange d'arguments. Voilà tous les points sur lesquels on s'est mis d'accord parce qu'on n'était pas tout à fait clair sur la compréhension des points en question. Et puis éventuellement tous ceux qu'on a reportés. La liste des points non éclaircis qui vont nécessiter des échanges d'arguments dans la phase convaincre qui va suivre juste derrière. Donc, deuxième phase, après la phase connaître qui a duré 20 minutes, une phase comprendre qui peut durer longtemps, si on n'est pas clair. Dans l'aéronautique, moi j'ai vu des phases comprendre qui ont duré plusieurs jours. Parce qu'avant de commencer à négocier, si on n'est pas parfaitement clair, ça peut durer un petit peu de temps. Mais on ne négocie pas tant qu'on n'a pas parfaitement clarifié parfaitement le terrain. Voilà. Bon, des négociations entre Safran et entre Messier-Doty et Airbus, on n'en fait pas tous les jours pour les trains d'atterrissage d'avion, mais la phase, en l'occurrence, la phase comprendre de cette négociation que j'ai été amené à faire il y a quelques années, elle a duré plus de 2 jours. Donc 2 jours à s'expliquer sur les tenants et les aboutissants de l'offre, sans échanger un seul argument, juste de l'explication et de la clarification des offres entre le fournisseur et son client. Est-ce que vous avez des questions sur cette phase comprendre? Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire, je vais attendre un petit peu. Bon, ceci. Alors, si le fournisseur, bien bonne question. Si le fournisseur lui rentre dans l'argumentation, eh bien, il faut qu'on ait les outils pour le calmer. Attendez, monsieur, ça, ok, je vous donne un exemple. Vous rentrez dans, on peut lui dire, vous rentrez dans l'argumentation. Attendez, pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à essayer de comprendre les points et à se mettre d'accord sur l'agenda. Donc, attendez, ça, on va l'aborder plus tard. Vous renvoyez à plus tard. Et vous pouvez tout à fait lui dire, attendez, pour l'instant, moi, j'en suis pas là. J'en suis pas ici. Voilà.
Et donc la phase comprendre, elle peut être nécessaire, enfin il peut être nécessaire de ramener le fournisseur, de le canaliser en lui disant pour l'instant on n'en est pas à l'échange d'arguments. Au pire, s'il rentre dans l'argumentation, ça peut être une force pour vous, parce qu'il rentre dans une argumentation, donc il est en train de cramer son argument. Donc vous notez son argument, mais vous ne répondez pas, et vous le renvoyez à plus tard. Et donc une deuxième question, comment annoncez-vous que la négo peut durer plusieurs jours? Moi, enfin là, c'était une négociation dans le privé, hein, donc on n'était pas dans le public, mais une négo, on verra ça un petit peu plus tard sur la notion d'égalité de traitement, hein, parce que je pense qu'une problématique qu'il y a derrière votre question, c'est une problématique d'égalité de traitement. Une négo, moi, en tout cas, même si ça ne doit pas durer plusieurs jours, je ne lance pas la négociation en phase convaincre tant que je ne suis pas complètement aplani. Donc si je dois fixer une limite de temps, par exemple 1 heure ou 2, eh bien il faut que je m'assure en amont que la phase comprendre a été entièrement blindée. Donc au pire, je blinde la phase comprendre en amont, en précisant par écrit les points qu'on abordera, et puis les points qu'il va falloir éclaircir de manière à ce que la phase comprendre se fasse très vite. Voilà. Ça, c'est si jamais je dois faire dans un temps imparti. Mais alors, en ce qui me concerne personnellement, moi, j'annonce jamais à l'avance quel va être le temps imparti. Parce que je ne considère pas, et ça c'est un truc qui me différencie de beaucoup d'acheteurs publics, que l'égalité de traitement passe par une égalité de temps. L'égalité de traitement, elle passe par une égalité d'effort et une égalité d'objectifs atteints. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, hein. Je vais faire un peu de teasing sur le sujet, mais l'égalité de traitement, ce n'est pas qu'une obligation de temps, c'est une obligation d'arriver au même stade avec tous les fournisseurs. Voilà. Et s'il y en a qui sont plus lents que d'autres, eh ben, on passera peut-être plus de temps avec certains qu'avec d'autres. Mais ça, c'est un point de vue qui, pour l'instant, peut vous choquer un petit peu, ce que je peux comprendre parfaitement. Mais ça sera plus clair au fur et à mesure des modules. Voilà. Donc ça, c'est pour la phase comprendre. Hein, et normalement, à ce stade-là, on a créé du lien de confiance avec notre fournisseur par la phase connaître, et on est parfaitement à l'aise sur l'agenda de négociation, sur ce dont on doit parler en négociation, et on est parfaitement à l'aise aussi sur les points pas clairs et les points qu'il n'a pas compris, les points que je n'ai pas compris, pour clarifier la phase, pour pouvoir rentrer dans la phase convaincre. Ok, je reviendrai à votre question, Madame Salle, un petit peu plus tard sur l'égalité de traitement, puisque je pense que c'est un peu votre sujet. Donc, phase d'après, la phase convaincre. Alors, c'est quoi le but? Le but de la phase convaincre, c'est de tenter de rapprocher des points de vue qui divergent. Et là, on va commencer à échanger des arguments, parce que le but, c'est d'arriver à un compromis satisfaisant, ou mieux, un consensus. Je vous expliquerai compromis-consensus dans le module 4. Le but, c'est d'arriver à un consensus pour les deux parties. Donc, on a des points de vue qui divergent, et il va falloir qu'on essaye de se convaincre les uns les autres pour arriver à une situation d'équilibre qui nous satisfont, tous les deux. Donc là, pour ça, on va, alors attention, accrochez-vous, on va essayer de présenter à l'autre, donc c'est la première fois que je vous le présente, mais on en reparlera souvent, hein, les avantages qu'il y aurait pour lui donc, à satisfaire sa demande. Donc là, vous êtes le participant 1. Quels avantages aurait le fournisseur à satisfaire votre demande, hein. Quand je dis ça, c'est celui du participant. Exprimer en attente correspondant aux attentes de cet interlocuteur. Donc, je vais le redire d'une autre façon et gérer les objections. Il va falloir donc en préparation et donc après en exécution, rechercher ce qui pourrait faire en sorte que je puisse atteindre mes objectifs. Donc le but c'est d'atteindre mes objectifs. Hein, j'ai un prix de 100, je dois atteindre 90. Donc je dois atteindre 90, mais en satisfaisant ses attentes et en trouvant son intérêt à le faire. C'est donc son intérêt qu'il faut que je cherche pour qu'il puisse atteindre mes objectifs. Donc on va apprendre progressivement à trouver dans le cadre des négociations les méthodes qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs
tout en satisfaisant ses attentes et en trouvant son intérêt. Sachant que dans certains cas, son intérêt, ça peut être éventuellement des choses très factuelles, ou ça peut être éventuellement trouver un intérêt via des contreparties. Donc on va parler des contreparties. Et donc cette phase convaincre, en 2 temps, les points non négociables. Alors déjà, les points non négociables, il n'y a même pas besoin de convaincre, hein. Voilà, quand vous avez un CCTP et une offre, une exigence qui est prévue comme étant une exigence technique minimale non négociable et qui vous propose de la modifier, c'est pas possible. Donc là, c'est du non négociable et là, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Je veux dire, le non négociable, il va passer en premier. Idem, quand vous avez une offre qui financièrement est inacceptable, c'est-à-dire qu'elle dépasse le budget voté par la collectivité ou vos capacités financières, l'offre est non négociable. Donc ça fait partie des points sur lesquels vous pouvez tout de suite, si le fournisseur ne comprend pas qu'il faut que ils reviennent dans le clou, c'est pas la peine d'aller plus loin, hein. C'est la fin de la négo, hein. Donc des points non négociables, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce que sinon on aura vite tendance à mettre la négo en péril, hein. Mais les points non négociables, moi personnellement, je les mets en premier. Et après, alors attention, même chose, tout ce qui est négociable, et on va utiliser cet ordre suivant. Le point qu'on est en train de négocier, ce qu'on appelle l'item de négociation, et ça on reviendra dessus quand on fera le module 3 sur la préparation. L'item de négociation, l'objectif qu'on a, l'argument en intérêt pour l'autre, et la contrepartie si l'argument ne porte pas. Alors je vous fais un exemple une fois. L'item, le prix, l'objectif, passer de 100 à 90, l'argument pour l'autre, c'est que pour l'instant, vous êtes trop cher et vous n'êtes pas le mieux placé, donc c'est bien un argument pour lui, hein. C'est pas j'ai pas le budget, ça c'est un argument pour moi. L'argument pour vous, c'est vous êtes trop cher et les autres ont fait plus d'efforts que vous, et donc vous n'allez pas remporter l'affaire. Et la contrepartie possible si l'argument ne porte pas, par exemple, s'il n'est pas capable de passer de 100 à 90 comme ça, tel quel, je dis, ok, à ce moment-là, qu'est-ce que je pourrais faire pour vous aider à passer à 100 à 90 ? Quel est le petit truc que je pourrais faire pour passer de 100 à 90 sachant que je le proposerai aussi aux autres, hein. Donc, et qu'il ne faut pas que ça vous fasse perdre trop de valeur. Donc peut-être que il va vous dire, oui, mais si je ne vous le peignez pas en vert et que vous le peignez en rouge, on peut passer de 100 à 90, ok, ça n'a pas d'impact pour moi que ça soit vert ou rouge, donc je vais proposer à tout le monde que la couleur est libre, vous le faites en rouge, et écoutez, faites-moi donc une offre à 90, c'est ce que j'appelle une contrepartie possible, parce que l'argument pur et dur de passer de 100 à 90 n'a pas suffi. Voilà, donc ça on va le revoir quand on va faire ce qu'on appelle la stratégie de l'échiquier dans la préparation, hein, et on va essayer, donc on va le revoir à plusieurs reprises. Les items, on va les revoir quand on va travailler sur les critères et qu'est-ce qu'il faut négocier. L'objectif, on va parler de l'objectif de négociation, l'objectif de négociation d'attribution, on va en parler quand on regardera les leviers, c'est notamment d'augmenter le nombre de points issus de la négociation sur les critères d'attribution. Et donc on peut se fixer des objectifs intermédiaires. L'argument, l'argument il est tout trouvé, hein. Vous n'avez pas assez de points, il faut que vous en ayez plus. Et la contrepartie, c'est qu'est-ce que je peux faire en échange de mon augmentation du nombre de points qui ne dégrade pas le fameux critère qu'on a vu tout à l'heure, qui est le critère de valeur résiduelle restant à la charge du pouvoir adjudicateur. Donc si je trouve des choses qui ne dégradent pas ce critère, c'est tant mieux, c'est des contreparties qui ne me coûtent rien en valeur. Voilà. Mais ça, on y reviendra, hein, ça va faire partie du cœur du réacteur de la négociation d'attribution. Voilà pour la phase convaincre. Est-ce qu'à ce stade de la phase convaincre, vous avez des questions ? Il y a 2 questions qui arrivent. Alors, première question. Est-ce que j'informe les fournisseurs du prix max que je ne peux pas dépasser ? Si j'ai, dans certains cas, oui, je peux être amené à avoir dans les non négociables des budgets et des prix max que je ne souhaite pas dépasser. Oui, ça c'est clair, je peux les informer à ce sujet-là
ça me pose pas de problème particulier, notamment dans une collectivité territoriale, quand vous avez voté un budget et que c'est compliqué de le dépasser, ou même dans une organisation technique, quand vous avez un budget pour faire une opération et que vous voulez pas le dépasser, ben oui, si l'offre est plus chère que le budget, vous pouvez être amené à l'annoncer. Oui, ça fait partie des choses que vous pouvez même mettre dans le monde négociable. Et deuxièmement, comment ne pas avoir de préférence sur un fournisseur? Alors ça, c'est une bonne question, c'est une question d'éthique, hein. Le but du jeu, moi, c'est d'arriver, quand je rentre en négociation avec 3 fournisseurs, je considère que les 3 fournisseurs doivent avoir le même traitement de ma part. Le même traitement de ma part, il s'arrête au moment où ils m'assurent qu'ils n'ont plus de source d'optimisation possible, qu'on est allé au bout de l'optimisation possible. Voilà. C'est ça mon égalité de traitement. Alors du coup, j'enlève un peu le teasing que j'avais fait tout à l'heure. Et donc, derrière, j'ai peut-être des fournisseurs préférés. Peut-être qu'avec ces fournisseurs-là, je ferai un peu plus d'efforts pour essayer d'optimiser les choses. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, si j'ai invité 3 ou 4 fournisseurs à négocier en face à face, les 3 ou 4 fournisseurs doivent me dire qu'il n'y a plus d'optimisation possible. Et après, c'est une question d'éthique personnelle. Quand on est quelqu'un de réglé, quand on est quelqu'un de réglo, normalement, on ne doit pas avoir de fournisseur préféré à ce stade, si ce n'est que le fournisseur préféré, c'est celui qui a le plus de points dans une optique de valorisation de son offre sur le critère prix et sur les critères techniques. Est-ce que j'indique le prix max également dans la phase de consultation? Alors, il n'y a rien d'interdit de le faire dans la vie publique d'appel à la concurrence, la OPC. Ceci dit, moi personnellement, je le fais pas, mais on pourrait. Rien d'interdit de le faire. Vous pourriez. Il vaut mieux parler de seuil. Oui, peut-être, oui, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions, a priori, pour la phase convaincre? Alors, on va avancer. Donc, la phase conclure, c'est la dernière phase. Alors, la phase conclure, elle peut être à la fin de chaque item de négociation de la phase convaincre, ou elle peut être générale à la fin globale. Pour les acheteurs un peu moins habitués, je leur conseille de faire des phases conclure intermédiaires à la fin de chaque item de négociation, pour pas être totalement perdu. Parce que quand on commence à faire des cas en formation un petit peu complexes avec plusieurs items et qui savent plus trop où ils en sont, ils sont vite perdus. Surtout que je leur impose tout un tas de méthodologies et que ça leur prend une grande partie de leur cerveau, ils peuvent vite se perdre. Donc je vous conseille de faire cette phase de conclusion de manière un petit peu répétitive, quitte à avoir une conclusion générale à la fin, des conclusions intermédiaires sur chacun des items. Donc dès que j'ai des signaux d'approbation, qui peuvent être des signaux non verbaux d'ailleurs, je reprends l'énoncé des avantages reconnus, j'obtiens l'accord et je me tais. Donc les signaux d'approbation, ils sont émis à l'avancée des meilleurs arguments. Normalement, on les voit. Quand on commence à faire du non-verbal, on finit par repérer les signaux d'approbation de la personne en face. Voilà. On reprend que les arguments décisifs. C'est pas le moment d'en rajouter. Et puis, on verrouille l'accord. On lui fait prononcer qu'il est d'accord. C'est bien ça. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur ce sujet-là? Est-ce qu'on est bien OK sur le fait que le prix serait de 100 à 90, moyennant le passage d'une couleur verte à une couleur rouge? Et donc la réponse ne pourrait être que oui ou non. Et s'il a dit oui, c'est le but du jeu, on reformule. Donc je note que le prix que vous allez nous faire dans l'offre que vous allez nous remettre dans les quelques jours, il est de 90. Et en attendant, je note moi que la peinture verte que j'imposais à tout le monde, je vais enlever cette exigence du CCTP, je vais prévenir tout le monde que la peinture peut être de la couleur libre. Voilà. Donc là, j'obtiens une phase intermédiaire et maintenant je peux passer à l'item suivant qui est par exemple le délai de livraison du truc. Maintenant qu'on sait qu'il peut être peint en rouge, on peut peut-être même améliorer le délai. Voilà. Donc la phase conclure. On va éventuellement d'ailleurs formuler, si on n'est pas d'accord, les mêmes points, la même façon sur les désaccords. Et puis éventuellement dire, bon bah écoutez, sur ce point-là, on n'est pas d'accord, essayez de réfléchir. Proposez-nous quelque chose. On n'est pas tombé d'accord sur cet item. Dans l'état actuel des choses, la situation est que on n'a pas résolu le problème, ou vous n'avez pas
optimisé suffisamment, à notre sens, votre offre. Donc on n'est pas d'accord. On a terminé sur ce point, on a fait le tour de cette affaire, et donc voilà, je vous propose de nous faire votre dernière offre pour la fois prochaine. Et donc je note dans le compte rendu, je verrouille la phase de conclusion pour être sûr qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, et je me tais. Voilà, bah pour une fois, j'ai réussi à tenir cette fois-ci l'heure que je vous avais promis. Donc en résumé pour aujourd'hui, je vous ai présenté les 4 phases de la négociation. Et ces 4 phases sont toutes importantes, il ne faut pas en sauter, il ne faut pas en abréger. Donc la phase connaître, dont je vous ai parlé, qui permet de créer un lien indispensable et de pré-tester par le contexte des réponses si certains arguments proposés vont porter. Voilà, donc en gros, on va pré-tester nos futurs arguments, savoir s'ils vont porter ou non en fonction du contexte des réponses. La phase comprendre, elle permet de ne pas avoir de surprise sur les points à négocier et de ne pas négocier des points non éclaircis. Et je vais mettre aussi, et de se mettre d'accord sur l'agenda. Ça, c'est la phase comprendre. La phase convaincre, elle permet d'atteindre mes objectifs en avançant des arguments, en réfutant les arguments inverses, en proposant éventuellement des contreparties qui me permettront d'atteindre mes objectifs, parce que c'est toujours mes objectifs qui sont pilotés. D'accord? Donc ça, on en parlera dans la phase de préparation, de bien identifier quels sont mes objectifs. Je n'avance pas, je ne vais pas dans une négociation si je ne suis pas parfaitement clair sur mes objectifs de négociation. Et la phase conclure, qui permet de verrouiller le tour de cycle de la négociation. Alors elle peut être faite soit après chaque item de négociation de la phase convaincre, soit de manière générique et générale à la fin de la négociation, enfin du tour de négociation qu'on est en train de faire. Et l'information qui va me permettre de faire le teasing pour lundi, c'est que les 3 premières phases se préparent. Ce n'est pas le moment d'arriver, quand on est des acheteurs un peu pros, dans une négociation sans les avoir préparés. Donc, moi, depuis l'âge de 24 ans, y compris dans le bus 126 entre la Porte de Sèvres et le Petit Clamart, je préparais mes négociations à l'écrit. Et donc, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas. Et donc, on va voir comment est-ce qu'on prépare les négociations. Donc, lundi, on travaillera sur le prochain module, qui est la préparation de la négociation. Et donc, on va regarder quels sont les supports de préparation de la négociation, comment on s'y prend, et surtout, pour le gros de la journée de lundi, comment est-ce que je prépare la négociation, notamment sur sa phase convaincre. Comment est-ce que je prépare les items de négociation, comment je prépare les objectifs de négociation, comment est-ce que je prépare les arguments qui peuvent porter, quels sont les bons arguments, et puis comment est-ce que je prévois les contreparties. Donc on essaiera de vous montrer un petit peu des vraies grilles de négociation qui ont été faites dans des cas professionnels, ce n'est pas forcément extrêmement compliqué, pour vous montrer comment est-ce qu'on prépare une négociation d'attribution dans les marchés publics. Voilà, je vous souhaite, on a fini, on avait prévu 1 heure, pile 1 heure, je vous souhaite un bon week-end, je reste en ligne pour les questions, si vous en avez, n'hésitez pas, je serai ravi d'y répondre. Très bon week-end et à lundi pour ceux qui veulent.